Allez, on y va. Aujourd'hui, on va parler d'une période vraiment charnière pour se construire un avenir financier, la vingtaine et la trentaine. On va décortiquer ensemble les 5 erreurs les plus classiques et surtout les plus chères qu'on peut faire quand on investit pendant ces années-là. Et tout part de cette idée, qui est vraiment la base de tout. Ces années, c'est pas juste une étape dans une vie. En finance, c'est comme avoir des super-pouvoirs. C'est le moment où le temps, qui est notre meilleur allié, a un impact maximal. L'enjeu est donc immense. Et voilà le cœur du sujet. Pour réussir ces investissements, pas besoin d'être un crack en maths. Non, le vrai combat, il se passe dans la tête. Il faut arriver à comprendre et surtout à déjouer les pièges psychologiques dans lesquels même les personnes les plus intelligentes peuvent tomber. Alors, voilà notre programme. On va regarder ces 5 points, l'un après l'autre. L'idée, c'est de bien saisir la mécanique de chaque erreur pour, évidemment, savoir comment l'éviter. On commence avec l'erreur numéro 1, la plus fréquente. Celle qui semble super logique, mais qui, en fait, est la plus destructrice, repoussée à plus tard. C'est cette petite voix qui dit « j'investirai quand j'aurai un meilleur salaire » ou « quand ma situation sera plus stable ». On connaît tous cette chanson. Mais alors, regardons la différence concrètement. Commencer à 25 ans, même avec 3 fois rien, c'est mettre le temps de son côté. La machine des intérêts composés se met en route. Attendre 35 ans, eh bien, c'est un peu comme démarrer un marathon avec 10 km de retard. Ce temps perdu, on ne le rattrape jamais vraiment. Et ce graphique, il est sans appel. Regardez bien, une petite décennie d'attente, ce n'est pas juste un petit manque à gagner, ça peut littéralement diviser par 2 le capital qu'on aurait pu avoir sur le long terme. C'est la preuve visuelle que l'inaction coûte une fortune. Deuxième erreur maintenant, c'est ce que j'appelle le syndrome du héros. C'est cette tentation de se croire plus malin que les autres et de chercher le coup de génie, l'investissement qui va tout changer, là, tout de suite. Et ces pièges, ils sont hyper séduisants. On entend des histoires de succès incroyables et c'est normal de vouloir sa part du gâteau. Le problème, c'est que cette recherche du gain miracle, ça nous pousse à faire des choix irrationnels, à mettre de l'argent dans des trucs qu'on ne maîtrise pas du tout, et donc à prendre des risques complètement dingues. Et la solution, elle est là. Bon, c'est sûr, elle est moins sexy, mais elle est tellement plus efficace. Le point essentiel à retenir, c'est que la régularité et la simplicité gagnent quasiment à tous les coups contre les tentatives de génie. Être présent sur le marché de façon constante, c'est bien plus puissant que d'essayer de deviner ses prochains mouvements. Troisième erreur, et celle-ci, elle est plus subtile, plus vicieuse, mais tout aussi dévastatrice. C'est celle qu'on a tendance à zapper parce qu'elle a l'air de rien. Je parle des frais de gestion. Voilà le coupable. 1%, franchement, sur une année, ça paraît ridicule. C'est si petit qu'on n'y fait même pas attention. On se focalise sur le rendement, pas sur ce petit pourcentage qui grignote notre capital. Mais c'est une grave erreur. Et voilà la réalité en pleine face. Ce petit pourcent de frais, répété année après année sur des dizaines d'années, il peut se transformer en un manque à gagner de centaines de milliers d'euros. C'est une somme colossale qui part en fumée, tout doucement, juste à cause de frais un tout petit peu plus élevés. Allez, on attaque la 4e erreur. Et là, on touche à quelque chose de très, très humain, la panique. Quand les marchés dégringolent, notre cerveau reptilien nous hurle de fuir, de tout vendre pour limiter la casse. C'est un réflexe. Pour lutter contre cette peur, il y a un truc essentiel à comprendre. Les baisses, ce n'est pas un accident. Ça fait partie du jeu. Les marchés ont toujours fonctionné par cycle de hausse et de baisse. La volatilité, les corrections, c'est normal. Ce n'est pas un signe que tout s'effondre, c'est un signe que le marché fonctionne. Donc, il faut bien retenir ça. Le but du jeu, ce n'est pas d'être assez malin pour éviter les tempêtes, c'est d'être assez solide pour rester sur le bateau jusqu'à ce que le soleil revienne. Parce que vendre au moment le plus bas, c'est la seule façon de garantir que votre perte, qui était virtuelle, devienne bien réelle. Bon, on a vu ce qu'il ne faut surtout pas faire. Maintenant, la question c'est, on fait quoi concrètement? Comment on passe de la défense à l'attaque pour construire une stratégie qui tient la route sur le long terme? Et cette phrase, franchement, elle résume tout. Elle change complètement notre vision du risque. Le plus grand danger au final, ce n'est pas de se tromper d'action ou de fond, c'est de ne pas jouer du tout ou de quitter la partie au mauvais moment. Il faut absolument se sortir de la tête qu'il existerait un plan parfait. Un bon plan qu'on applique encore et encore avec régularité sera toujours 1000 fois meilleur qu'un plan génial qu'on ne met jamais en place. L'important, c'est de démarrer et de tenir bon. Au final, tout ça, ça peut se résumer à ces 3 piliers. 1. La constance. Il faut investir régulièrement comme une machine, même si c'est peu. 2. La discipline. On se fixe un cap et on s'y tient, sans se laisser distraire par les émotions ou les dernières tendances.
Et 3, la patience. On laisse le temps et les intérêts composés faire leur magie sur des décennies. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça. On va se quitter là-dessus avec cette question qui, je l'espère, va rester un peu en tête. À force de vouloir à tout prix éviter le risque, est-ce qu'on ne passe pas à côté du fait que le plus grand risque, la décision la plus dangereuse de toutes, c'est peut-être de ne rien faire du tout?